Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne un débat sur le suivi des positions européennes du Sénat. Parmi les thèmes abordés aujourd'hui, les profils nutritionnels mais également la question du vin rosé. Puis je vous retrouve à partir de 11h30 pour l'événement politique de cette matinée. Vous pourrez suivre en direct sur Public Sénat la conférence de presse conjointe à Nicolas Sarkozy et à Angela Merkel. Bonne matinée à tous. L'ordre du jour appelle le débat européen sur le suivi des positions européennes du Sénat. Je vous rappelle que le débat sera organisé autour de deux thèmes, profil nutritionnel et vin rosé. Chacun de ces sujets donnera lieu à un échange. J'indique au Sénat que compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents pour chacun des deux projets, interviendront le représentant de la commission compétente ou de la commission des affaires européennes pour 10 minutes, le gouvernement pour 10 minutes, puis une discussion spontanée et interactive sera ouverte pour une durée maximum de 20 minutes sous la forme de questions-réponses de 2 minutes maximum par intervenant. Dans le cadre du débat sur les profils nutritionnels, la parole est à monsieur Jean Bizet. Jean Bizet... Il ne saurait tarder, Jean Bizet, le voilà. Au nom de la Commission des affaires économiques, puis M. Luc Châtel, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation, qui siège chez nous maintenant de façon permanente. Monsieur Bizet, à vous. Tout à l'heure, j'ai eu peur avec Bernadette, toi, ça va. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la Commission des affaires économiques a adopté une proposition de résolution concernant les profils nutritionnels pour les denrées alimentaires. Un règlement communautaire de décembre 2006 a établi un cadre harmonisé pour le marché intérieur destiné à garantir la loyauté des allégations nutritionnelles, c'est-à-dire la communication commerciale sur les caractéristiques nutritionnelles des produits alimentaires. Il s'agissait d'assurer la bonne information du consommateur en interdisant, par exemple pour des produits très sucrés ou très gras, des mentions publicitaires ou valorisées sur les emballages du type riche en fer ou apport en vitamines ou encore allégé en sel. L'idée était d'éviter que les industriels de l'agroalimentaire n'induisent en erreur les consommateurs sur les caractéristiques nutritionnelles réelles des aliments en insistant sur un point positif et en restant très discret sur les aspects plus négatifs au sens sanitaire des produits. Pour rendre applicable cette réglementation de 2006, encore faut-il définir le profil nutritionnel de ces aliments, c'est-à-dire leur proportion en nutriments que l'on juge acceptable. Il ne suffit pas de dire ce produit est trop gras ou trop salé pour qu'il puisse faire de la publicité sur ses apports en calcium. Encore faut-il définir exactement en quoi il est trop gras ou trop salé. C'est pourquoi il est nécessaire par catégorie de produits d'établir des profils fixant les proportions maximum de sucre, de sel, de sodium, d'acides gras saturés, d'acides gras trans, etc., à respecter pour être autorisé à faire des allégations nutritionnelles. Cette définition des profils nutritionnels doit faire l'objet d'un règlement communautaire d'exécution qui, en raison de son caractère normalement essentiellement technique, est adopté par la Commission européenne sous le contrôle du Conseil et du Parlement européen dans le cadre d'une procédure dite de comitologie. Sous l'égide de la Direction générale de la santé des consommateurs, la DG Sanco, un comité d'experts représentant les 27 États membres, qu'on appelle le CP-CASA, s'est ainsi réuni au cours de l'année 2008 pour fixer par catégorie de produits alimentaires les seuils de nutriments définissant leur profil spécifique. Or, dans ce CP-CASA, se sont affrontées deux philosophies correspondant à deux modèles alimentaires. Pour schématiser, les Britanniques et les pays nordiques d'un côté, pour lesquels la bonne santé de la population et en particulier la lutte contre le surpoids et l'obésité est essentiellement assurée par le contenu nutritionnel des aliments. De l'autre, un groupe de pays continentaux, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, qui estime que c'est l'équilibre alimentaire global qui est déterminant et que celui-ci est assuré par le respect de bonnes habitudes, par exemple manger à heure fixe, varier la nourriture, avoir des apports quotidiens en fruits et légumes frais, etc. Comme la DG Sanco est plus perméable au premier modèle,
Ces travaux ont abouti à un projet de règlement fixant des normes assez strictes pour les profils, et tellement strictes pour certains qu'elles interdisaient à la quasi-totalité de quelques catégories de produits de tout droit à allégation nutritionnelle. C'était en particulier le cas de la biscuiterie, des fromages et du pain. Cette situation était absurde pour deux types de raisons. S'agissant des fromages, on sait que globalement, il y a ceux produits de manière traditionnelle et ceux résultant de processus industrialisés. Or, les premiers étant issus de la première transformation du lait, leur contenu nutritionnel ne peut pas être modifié. Dès lors, leur imposer des seuils très stricts en matière grasse et en sel leur interdirait d'alléguer sur leurs apports en calcium. Alors que n'importe quel soda ou jus de fruits enrichi en calcium pourrait, lui, de son côté, vanter cet apport nutritionnel. En ce qui concerne la biscuiterie, le problème est différent. Il est naturellement possible à l'industrie agroalimentaire de réduire les teneurs en sel, en sucre ou en matière grasse, mais si on fixe des seuils trop stricts, ces industriels n'ont aucun intérêt économique à investir dans la recherche-développement, car leur retour sur investissement sera beaucoup trop lointain et aléatoire s'ils ne peuvent pas rapidement communiquer sur leurs efforts en la matière. Donc, on le voit, il y avait dans ce dossier un problème de proportionnalité par rapport aux objectifs poursuivis par le règlement de 2006. Cette situation a ému les professionnels, notamment ceux du secteur laitier, qui m'ont alerté en début d'année. C'est ce qui a conduit à l'adoption par la Commission des affaires européennes d'abord, par celle des affaires économiques ensuite, de la résolution numéro 83 qui vous a été distribuée. Cette résolution, telle qu'adoptée par votre Commission des affaires économiques, demande essentiellement deux choses au gouvernement. D'abord, une méthode. Vous savez que depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, les assemblées françaises peuvent adopter des résolutions européennes sur tout document émanant d'une institution européenne et non plus uniquement sur les seuls projets formalisés de directives ou de règlements transmis au Conseil et au Parlement européen. Cette extension est une anticipation du traité de Lisbonne et c'est sur elle que je me suis appuyé pour faire intervenir le Sénat, puisque le texte en cause n'est qu'un document de travail de la Commission européenne et pas un véritable projet de règlement. Le problème, c'est que la Commission produit quotidiennement des dizaines de ces documents et qu'il est matériellement impossible au Parlement français d'avoir connaissance de l'intégralité de cette production. Si la plupart d'entre eux sont essentiellement techniques et ne justifient pas d'intervention, certains, cependant, et l'exemple qui nous préoccupe en est le témoignage, ont également un caractère politique affirmé. Il est donc nécessaire que le gouvernement transmette aux assemblées les projets de mesures portant sur des sujets présentant un intérêt politique. C'est la première demande, donc je me répète, problème de méthode. La seconde porte précisément sur le cas d'espèce et demande au gouvernement de s'opposer à l'adoption de seuils de nutriments qui seraient inadaptés pour certains produits. Dans cette perspective, la résolution formule trois demandes. D'abord, pour ce qui concerne les profils nutritionnels, l'opposition à des seuils de nutriments inadaptés pour certaines denrées ou qui favoriseraient la communication des produits standardisés issus de l'industrie agroalimentaire. Il vaut mieux manger un peu de fromage, un peu de légumes et des fruits que d'assurer ses apports quotidiens en calcium, en fer et en vitamines par la consommation de soda enrichis par ces nutriments. Plus généralement, il convient qu'en matière de problématiques alimentaires, les représentants français à Bruxelles fassent valoir chaque fois que nécessaire la nécessité de les examiner dans une perspective globale et de respecter la diversité des traditions alimentaires propres à chaque État membre. Ce point est très important car il ne doit pas être question que la Commission, sous couvert de préoccupations sanitaires, en vienne à imposer un modèle alimentaire unique, qui plus est si ce modèle était anglo-saxon. J'ai consacré du reste une partie de mon rapport à faire état d'études scientifiques qui tendent à démontrer que ce modèle est en réalité probablement beaucoup moins efficace pour lutter contre le surpoids et l'obésité que le modèle latin, représenté en particulier par les habitudes françaises. Donc notre opposition n'est pas seulement culturelle, mais aussi sanitaire, ainsi que le relèvent plusieurs des considérants de la proposition. Enfin, la dernière demande est de principe.
les pouvoirs d'exécution conférés à la Commission européenne, qu'il ne s'agit pas de remettre en cause puisqu'ils sont indispensables, doivent cependant toujours respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, principes auxquels la Commission des affaires européennes du Sénat est tout particulièrement attentive, ainsi qu'évidemment les objectifs des textes communautaires qu'il s'agit de rendre applicables. Dans le cas qui nous préoccupe, les profils ne sont pas un instrument de santé publique, mais simplement un outil technique destiné à garantir que l'information commerciale destinée aux consommateurs en matière nutritionnelle est loyale. C'est uniquement cet objectif que le règlement d'application doit s'attacher à satisfaire et pas un autre. Depuis l'adoption de cette proposition de résolution par la Commission des affaires économiques, cependant, il semble que les choses ont considérablement évolué et apparemment dans le bon sens, heureusement. Aussi, Monsieur le Ministre, je souhaiterais que vous puissiez en quelques mots nous faire le point sur l'état de ce dossier, d'abord en nous informant précisément sur les démarches du gouvernement français avant et après l'adoption de la résolution, ensuite et surtout en nous indiquant quel est aujourd'hui l'état d'esprit de la Commission et ce qu'on doit attendre de ces décisions à venir. Il est bien évident, je l'ai dit déjà au cours de cette intervention, il y a derrière tout cela un certain nombre d'industriels qui sont engagés dans la recherche et développement et ils doivent savoir quels objectifs ils doivent donner à leur politique industrielle pour précisément créer les richesses qui sont précisément leur mission. Monsieur le ministre, le Sénat peut-il avoir le légitime espoir d'être aussi bien entendu sur ce dossier qu'il a été sur celui des vins rosés, dont je me félicite. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bizet. Maintenant, la parole est à Monsieur Luc Châtel, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean Bizet, Monsieur le Président de la Commission. Votre question traduit une préoccupation majeure qui permet de démontrer à ceux qui en doutaient encore que les choix européens impactent directement la vie quotidienne des consommateurs. Et la réglementation européenne sur les profils nutritionnels qui est actuellement en discussion s'inscrit dans une volonté de poursuivre des objectifs de santé publique et de protection des consommateurs que chacun, Monsieur le Sénateur, peut naturellement a priori partager. La réglementation part d'ailleurs d'un certain nombre de constats de bon sens. Il est vrai qu'il peut paraître choquant de voir des produits se flatter d'être riches en calcium, avec des formulations type le calcium contribue à la croissance osseuse, quand dans le même temps, le produit contient une forte proportion de substances grasses, sucrées ou salées. Pour le dire simplement, la réglementation vise à éviter que n'importe quel produit puisse dire « je suis bon pour la santé ». Outre ces enjeux de nutrition, la Commission souhaite défendre un autre objectif que je crois nous partageons tous, à savoir la loyauté de l'information. C'est une condition du bon exercice de la concurrence. Et pour que celle-ci ne soit pas faussée, il faut éviter que des industriels puissent faire valoir aux yeux des consommateurs un avantage compétitif qui n'a pas lieu d'être. Alors, une fois ces principes posés, Monsieur le sénateur Bizet, il reste la question de leur déclinaison concrète dans la législation. Et c'est indiscutablement là que le bât blesse. Nous savons que l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Et il ne faudrait pas que la défense d'objectifs qui nous sont chers vienne en contradiction totale avec d'autres principes tout aussi importants, à savoir la diversification de l'alimentation du consommateur, la protection de nos produits traditionnels, comme le fromage ou les produits céréaliers par exemple, et la compétitivité de notre filière agricole et agroalimentaire. C'est pour cela, Monsieur le Sénateur, que la France s'est opposée à la première mouture de la réglementation européenne. Nous sommes encore dans une première phase de consultation des pays membres. Beaucoup partagent les positions de la France et je peux vous rassurer tout de suite, Mesdames et Messieurs les sénateurs, en vous garantissant que le nouveau projet de la Commission sera très éloigné du premier et tiendra compte des positions que
nous avons, que je peux me permettre de dire, vous avez défendu. Alors pourquoi la France a-t-elle manifesté son désaccord? Eh bien, l'objectif affiché par la réglementation européenne est de restreindre le nombre d'aliments pouvant porter des allégations nutritionnelles en fonction de leur composition et de leurs caractéristiques nutritionnelles globales. Mais le premier projet de la Commission paraissait extrêmement sévère, puisqu'il conduisait à une éligibilité moyenne aux allégations de 41% de produits seulement, avec des écarts allant de 2 à 81% selon les catégories de produits. Par ailleurs, la démarche de la Commission soulève un certain nombre de questions. On peut d'abord observer que l'établissement de critères objectifs de sélection peut relever de la gageure. Cela reviendrait à faire un tri entre les bons et les mauvais aliments. Travail difficile, voire vain, quand on sait que les autorités scientifiques martèlent qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, mais seulement des combinaisons d'aliments permettant de créer ou non un équilibre alimentaire. Une autre limite évidente réside dans le fait que pour certains produits agricoles traditionnels peu ou pas transformés, les marges de manœuvre en matière de reformulation s'avèrent extrêmement réduites, alors même que ces produits constituent la base de notre alimentation. Ces limites évidentes doivent nous amener à être extrêmement vigilants sur le niveau de sévérité du dispositif que nous devons adopter. Cela est d'ailleurs reconnu dans les exposés du règlement qui rappellent ainsi, je cite, que les profils devraient prendre en compte les habitudes et les traditions alimentaires, ainsi que le fait que des produits considérés individuellement peuvent jouer un rôle important dans le cadre d'un régime alimentaire global. Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous avez eu raison de souligner les risques qu'aurait une transposition trop rigoureuse ou trop restrictive du texte européen. Les points et les critiques que vous avez relevés, Monsieur le sénateur Bizet, rejoignent parfaitement la position défendue par Michel Barnier au nom de la France, que je tiens d'ailleurs à excuser puisqu'il est aujourd'hui à Bruxelles et qu'il m'a chargé de le représenter devant votre Assemblée. Vous demandez au gouvernement, dans le cadre des discussions communautaires sur les profils, de s'opposer à de nouvelles propositions de seuil de nutriments qui seraient inadaptées pour certaines denrées ou qui tendraient à promouvoir la consommation des seuls produits standardisés issus de l'industrie agroalimentaire. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Vous nous avez également invités à examiner la question des profils dans une perspective d'équilibre alimentaire global. Là encore, vous êtes parfaitement en ligne avec la position que le gouvernement fait valoir auprès de la Commission. La position française repose en effet sur 4 considérations importantes. La première considération, c'est la prise en compte des caractéristiques nutritionnelles globales de l'aliment et pas seulement les aspects négatifs. La Direction générale de la santé et de la protection des consommateurs de la Commission a proposé un système de contrôle reposant sur 3 nutriments, acides gras saturés, sucre et sel. Les autorités françaises ont accepté ce choix, qui a le mérite de la simplicité. En revanche, la France a soutenu la mise en perspective de l'aliment dans le régime alimentaire global. Il s'agit en effet de distinguer pour chaque produit les apports en nutriments négatifs, mais aussi positifs, dans le cadre d'un régime alimentaire global. Ainsi, il est vrai que les fromages sont riches en acides gras saturés, mais force est de constater que la majorité des consommateurs ne mangent pas du fromage à chaque repas, ni tous les jours, et avec une consommation de 30 grammes par jour en moyenne, le fromage n'est donc pas un contributeur majeur à l'apport total d'acides gras saturés. En revanche, le fromage apporte une contribution majeure à l'apport calcique. Plus de 50% du calcium consommé quotidiennement est apporté par les produits laitiers, dont plus de 20% par les fromages. Et ce qui est vrai pour le fromage ne l'est pas forcément pour tous les produits. Ainsi, la demande des chocolatiers de création d'une catégorie pour leurs produits et de seuil adapté a, elle, été rejetée, ces produits n'étant pas des contributeurs majeurs en nutriments essentiels. La deuxième considération que porte le gouvernement, c'est une plus grande proportionnalité que vous avez évoquée, Monsieur le Sénateur. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a identifié les catégories d'aliments ayant une place importante dans le régime alimentaire.
Des seuils adaptés ont été proposés pour ces catégories, mais la définition des catégories est parfois contestable. Ainsi, les biscuits et les produits de panification ont été associés aux féculents, comme les pâtes ou le riz. Cela les a fortement pénalisés dans les différentes propositions de la Commission, puisque 7 et 14% d'éligibilité pour les biscuits et le pain, contre 80% pour le riz et 92% pour les pâtes, ont été évoqués. Eh bien, la France a souhaité garantir une meilleure proportionnalité. Il s'agit d'améliorer la définition des catégories et de rehausser certains seuils particulièrement pénalisants. Il faut aussi tenir compte de la situation de produits diététiques dont la composition vise à répondre à des besoins nutritionnels particuliers, par exemple pour les nourrissons ou pour les sportifs. S'agissant de ces produits spécifiques, le gouvernement a soutenu l'idée qu'ils soient exonérés des profils dès lors que le besoin nutritionnel particulier impose un dépassement des profils. Ainsi, un produit pour sportifs ne serait pas soumis aux teneurs maximales en sucre ou en sodium dès lors que les teneurs apportées sont justifiées par les besoins nutritionnels des sportifs. En revanche, des apports élevés en acides gras saturés élevés n'étant pas justifiés chez les sportifs, les produits seraient soumis au profil pour ce nutriment. Troisième considération que défend le gouvernement, c'est l'incitation à la reformulation. Le plan national nutrition santé, par le biais des chartes d'engagement, a engagé une démarche partenariale entre l'État, les opérateurs, afin d'inciter ceux-ci à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Il paraissait dès lors inconcevable de défendre des seuils interdisant l'accès à toute forme de communication sur la qualité nutritionnelle des produits, et ce, quels que soient les efforts et progrès réalisés, et également inconcevable de supprimer toute incitation à la reformulation. Enfin, dernière considération, Monsieur le Sénateur, que nous défendons et qui sous-tend notre position, c'est la cohérence avec la politique nutritionnelle et avec la culture alimentaire française. En droite ligne avec sa politique nutritionnelle et alimentaire, la position française a mis en valeur la nécessaire diversification des aliments au sein du régime. L'exemple type est la communication que nous faisons en France sur 3 produits laitiers différents par jour, y compris par les fromages, quand la Commission, elle, prônait une satisfaction des besoins en calcium par le seul lait ou les yaourts. En outre, la position française a été établie au regard de considérations que nous partageons tous, je crois, et qui sont plus culturelles, telles que la défense des produits traditionnels et des produits agricoles. Ceux-ci constituent la base de l'alimentation française et restent des repères structurants dans le régime et les habitudes alimentaires. Leur marge de manœuvre en matière de reformulation est évidemment faible. Le gouvernement a donc considéré qu'il était plus pertinent de valoriser le calcium apporté par les fromages que celui ajouté artificiellement au soda, comme vous l'avez évoqué, Monsieur le Sénateur. De la même façon, les autorités françaises ont défendu ardemment que les produits bruts non transformés, comme les viandes ou les poissons, soient exonérés de l'application des profils. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Bizet, comme vous pouvez le constater, la France, le gouvernement, a adopté une position à la fois proportionnée, respectueuse de la tradition culinaire française et soucieuse des intérêts des consommateurs en matière de nutrition. Cette position rejoint donc très clairement les positions que vous avez exprimées, Monsieur Bizet, au nom du Sénat, à travers votre résolution. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, nous allons engager la procédure de discussion interactive et spontanée. Qui souhaite intervenir? Monsieur Lecam. Madame Mello. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, mon questionnement porte sur ce que pourrait envisager le gouvernement afin de contrecarrer cette tendance de standardisation des aliments et de diététisation de l'alimentation qui ne correspondent pas à la culture française. Étroitement lié aux problèmes croissants d'obésité, qui frappent d'ailleurs beaucoup plus les pays qui promotionnent ce type de directive, le gouvernement pourrait lancer en France un plan sans précédent
auprès des jeunes, des familles, de toutes les structures d'éducation et des filières de transformation et de communication. Un plan destiné à allier la qualité, la connaissance, l'hygiène de vie, le sport et le plaisir de la table, car l'esprit de Rabelais n'est pas mort, fort heureusement. Nous ne partons pas de rien, certes, mais je pense que nous pourrions faire beaucoup plus compte tenu des enjeux, notamment ceux de l'obésité et du surpoids, qui nous menacent à terme comme les autres pays. Merci. Merci. Madame Hello. Mais ensuite, il y a le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce débat illustre une fois de plus la nécessité pour l'Union européenne de faire de la politique dans la façon de traiter certains sujets, comme les profils nutritionnels ou le vin rosé. Faire de la politique, c'est peut-être avant tout avoir du bon sens afin de mesurer la dimension politique de toute décision. Le projet de réglementation des profils nutritionnels part d'une bonne idée, mais les seuils sont fixés à un tel niveau qu'en réalité, la plus grande partie des fromages français se trouve en quelque sorte disqualifiés. Un comble pour nos fromages au lait cru et nos AOC du Saint-Nectaire au Comté, en passant par le Neuchâtel, sans oublier la Fourme d'Ambert, le Sainte-Maure de Touraine ou le Brie de Meaux et bien sûr le Brie de Melun que je défends en particulier en tant qu'élu de Melun. Tous ces produits du terroir qui appartiennent au patrimoine gastronomique de notre pays non seulement n'ont jamais tué personne, mais grâce à leur richesse en calcium ou en ferments lactiques, ont permis à des millions d'enfants au fil des siècles de se développer et de fortifier leur masse osseuse, un capital santé. Sans la vigilance de la Commission des affaires européennes du Sénat et de sa Commission des affaires économiques, et sans le sérieux de notre collègue Jean Bizet, ce projet aurait été adopté en catimini par un comité d'experts et par la Commission européenne. Alors que ce texte pénalise non seulement les productions traditionnelles françaises, mais l'ensemble du modèle français d'alimentation et de gastronomie. Nous savons tous que la santé repose d'abord sur une alimentation équilibrée et non sur des seuils arbitraires et des produits calibrés. Gardons-nous de tout ce qui uniformise et aseptise notre alimentation. Protégeons et encourageons au contraire la diversité et la qualité dont nos fromages du terroir sont le meilleur exemple. Monsieur le ministre, il est impératif que le gouvernement soit beaucoup plus vigilant et plus réactif sur ce type de dossier. On peut en effet se demander légitimement pourquoi le Parlement, et plus particulièrement le Sénat, n'a pas été mis au courant plus en amont. Désormais, c'est un débat qui concerne tous les Français qui sont en droit de nous demander des comptes sur ce sujet. Merci. Monsieur le ministre. Bien, monsieur le sénateur, madame le sénateur, d'abord je voudrais rappeler que l'esprit de l'intervention que j'ai faite tout à l'heure, je crois, répond à vos interrogations sur la défense d'un modèle de nutrition et de filière agroalimentaire que je crois nous partageons tous au-delà des différentes sensibilités de votre Assemblée. Et je crois que le gouvernement a démontré, à la fois à travers sa position sur cette proposition de la Commission, mais aussi sur un certain nombre d'initiatives qu'il préservait, qu'il souhaitait maintenir cette diversité qui favorise aussi le développement économique de nos terroirs avec la spécificité agroalimentaire. Je voudrais rappeler quelques initiatives qui ont été prises par le gouvernement en la matière et par Michel Barnier. Je pense au plan d'action qui découle du PNNS et qui prend en compte la nécessité avec d'approches alimentaires liées à notre culture et liées à nos terroirs. Nous avons clairement voulu l'inscrire dans ce plan national. Je prends aussi comme exemple l'action que nous avons menée vis-à-vis de nos amis américains sur le Roquefort, par exemple, pour défendre un label et une identité. Donc je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a démontré sur un certain nombre de mesures et sa position en réponse à la question de M. Bizet face aux propositions initiales de la Commission. Alors, Madame le sénateur, vous m'interrogez aussi sur la forme, savoir pourquoi vous n'avez pas été associé plus en amont. Je rappelle que, d'abord, à ce jour, il n'y a aucune proposition officielle de la Commission et que, jusqu'à présent, le débat est resté à un niveau technique. Simplement, nos services
ont alerté le gouvernement sur les préoccupations et les inquiétudes qui pourraient traduire la mise en œuvre de la proposition initiale de la Commission. Nous nous sommes donc mobilisés à partir des premières orientations de la Commission, et c'est sur la base de cette mobilisation que le président Barroso a modifié la proposition initiale de la Commission et a demandé à sa direction de repenser, de faire de nouvelles propositions. Ces propositions, à ce jour, restent encore non officielles. Et donc le gouvernement travaille avec ses services pour orienter la position européenne dans l'esprit de ce que j'ai évoqué tout à l'heure et conformément d'ailleurs aux préconisations et aux remarques du sénateur Bizet. Donc nous aurons à être extrêmement vigilants dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent plus exactement, pour que les propositions finales de la Commission prennent bien en compte la réorientation voulue par M. Barroso et surtout les préconisations que j'ai défendues tout à l'heure dans mon intervention. Oui. Monsieur Bizet, vous souhaitez réagir? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voudrais me réjouir que, suite aux informations de Monsieur le Ministre, le nouveau projet de la Commission soit très éloigné précisément de la première version, en quelque sorte, et je remercie le gouvernement d'avoir entendu l'appel du Parlement sur ce point précis. Et je voudrais me réjouir également et mettre cela en exergue devant le président de la Commission des Affaires européennes que la modification de la Constitution de juillet 2008 nous ait permis et nous permette à l'avenir d'être beaucoup plus réactifs sur le sujet parce qu'il permet d'anticiper le traité de Lisbonne, réactivité du Parlement, mise en avant en quelque sorte de ce qu'on appelle la proportionnalité et la subsidiarité. C'est ainsi, à mon avis, qu'on pourra mieux faire accepter par nos concitoyens la dimension et l'action de l'Europe dans leur quotidien. Je voudrais également souligner l'importance de créer de plus en plus, dans le sens le plus noble du terme, des passerelles entre le monde de l'entreprise et le Parlement. Parce que si précisément la filière, plus exactement la transformation laitière ne m'avait pas alerté, c'est quelque chose qui nous aurait littéralement échappé. Et quand on voit les turbulences que vit aujourd'hui la filière laitière, on devine, si vous voulez, que la communication sur l'ensemble des produits de la filière laitière, les produits de transformation, si un tel dossier avait suivi, je dirais, son cheminement législatif, dans quel état les transformateurs se seraient trouvés et en amont les producteurs de lait. Donc, au travers de cette discussion, et j'espère au-delà de cet hémicycle, que les créateurs de richesse, que sont les chefs d'entreprise, comprennent bien que le Parlement est très à l'écoute de leurs préoccupations. On ne peut pas formaliser, bien évidemment, ces passerelles entre le Parlement et le monde de l'entreprise, simplement qu'ils sachent que nous sommes très attentifs à leurs soucis du quotidien et que c'est ainsi qu'on doit désormais, à mon avis, fonctionner. Et encore une fois, je souhaite véritablement que le traité de Lisbonne puisse être dans les mois qui viennent une réalité pour permettre d'être très efficace dans, je dirais, le quotidien, tant au niveau de nos entreprises que de nos consommateurs. Merci. Merci. Pas d'autres demandes de parole. Donc la filière laitière viendra le 25 juin. Alors, nous allons passer au débat sur le vin rosé. La parole ne vous surprendra pas, elle est à notre collègue Gérard César au nom de la Commission des Affaires économiques. Je croyais qu'il s'occupait du Bordeaux rouge. Même du rosé, oui. Oh oui, excellent, comme tous les vins de Bordeaux. Mais M. Courteau est dans les starting blocks. Il est là, il est prêt. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, nous sommes aujourd'hui réunis, non pour critiquer l'action des instances communautaires en matière agricole, mais pour nous féliciter de son absence d'action, définitive je l'espère. Le projet de la Commission européenne d'autoriser le coupage pour la production des vins rosés de table est finalement abandonné. Pour combien de temps? C'est la question qu'on peut se poser. Il est vrai qu'on peut voir le verre, si j'ose dire, à moitié plein ou à moitié vide. Dans le premier cas, on se réjouit que nos producteurs puissent produire et continuer à produire des vins d'excellence qui ne seront pas concurrencés déloyalement
par des productions venant des pays tiers. Mais le verre reste à moitié vide, car ce dossier révèle une fois de plus le degré d'incompréhension par la Commission des réalités et des enjeux agricoles et viticoles dans les États membres. Si l'on se souvient bien, le combat, osons dire le mot, était pourtant mal engagé. Fin janvier, quand le comité de gestion des vins, qui réunit les experts des 27 États membres, vote à titre indicatif le projet de règlement sur les pratiques œnologiques au sein de l'Union, aucun des participants, France y compris, n'y voit rien à redire. Pourtant, figure dans ce texte l'application de la grande réforme de l'OCM viticole, votée en 2007, la levée de l'interdiction de produire des rosés de table par coupage. Pour le commissaire européen à l'agriculture, le coupage est censé permettre aux producteurs européens de jouer à armes égales face à leurs concurrents américains, australiens ou sud-africains qui peuvent commercialiser un mélange rouge et blanc sous le nom de rosé sur le territoire communautaire. Une fois prise la mesure de la réforme, la résistance, entre guillemets, s'organise. Notre ministre de l'Agriculture, M. Michel Barnier, s'alarme de ce projet auprès de Mme Fischer-Boel, commissaire européen. Un compromis est concocté le 23 mars au sein du comité de gestion du vin. Y est entérinée la possibilité pour le vin rosé authentique, c'est-à-dire obtenu par des méthodes traditionnelles de vinification et non par coupage, puisse bénéficier de l'appellation vin traditionnel mentionnée sur l'étiquette. Or, nos professionnels, on le sait, ne veulent pas de cette mesure. Le vin est un produit jeune, le vin rosé est un produit jeune, apprécié par les femmes, mesdames, et par les jeunes. Aussi, mais je mets les femmes en priorité parce que ce sont des connaisseurs et c'est elles qui vont dans les grands magasins acheter ce produit magnifique. Il fait fort. Et oui, comme d'habitude, Président. Et la mention traditionnelle risquait de leur donner un aspect poussiéreux. L'opposition au projet de la Commission est donc reconduite, mais je partage, et le partage des forces ne joue pas en notre faveur. La France est alors isolée et ne dispose pas véritablement d'appui pour bloquer la mesure, dont l'adoption est renvoyée au Conseil des ministres de l'Agriculture du 19 juin 2009. C'est à ce moment que notre Assemblée se saisit du dossier. Avec mon collègue Simon Sutour et en tant que président du groupe d'études Vignes et Vins, je dépose auprès de la Commission des affaires européennes, présidée par M. Hubert Haenel, une proposition de résolution invitant le gouvernement à s'opposer à la disposition permettant d'obtenir du vin rosé par coupage de vin rouge et de vin blanc. Chargé par la Commission des affaires économiques et en accord avec mon collègue Roland Courteau, auprès de laquelle le texte était renvoyé de le rapporter, je procède à une série d'auditions des principaux acteurs de la filière. Le rapport et la proposition sont adoptés à l'unanimité. C'est important de le préciser par notre commission le 3 mai dernier. Le texte, devenu résolution du Sénat 10 jours plus tard, invite le gouvernement à s'opposer fermement à la suppression de l'interdiction de coupage des vins sans indication géographique de couleurs différentes pour produire des vins tranquilles rosés. Parallèlement, les viticulteurs s'organisent et, ainsi que nous le préconisions dans notre rapport, mènent des actions importantes de communication sur le sujet auprès du grand public et de leurs collègues des autres États membres concernés. Le 26 mai, ils organisent une conférence de presse à Bruxelles, à laquelle les producteurs italiens et espagnols s'associent. La campagne rosé, coupé n'est pas rosé, est lancée de façon très efficace. La pétition contre le rosé coupé circulant sur Internet recueille plusieurs dizaines de milliers de signatures. Un récent sondage montre que 87% de nos compatriotes sont opposés à l'autorisation de coupage et que 86% n'en achèteraient jamais si un tel vin venait être commercialisé. Sont mis en avant les qualités et l'originalité du vin rosé authentique, ainsi que l'importance économique du secteur. Ni vin blanc, ni vin rouge, ni mélange des deux, le vin rosé traditionnel est en effet un vin à part, et à part par ses spécificités de couleur, de texture, de goût et de conservation. Le marché du vin rosé se porte bien, surtout dans notre pays. La France est le leader mondial du secteur,
avec 38% de la production européenne, qui provient principalement de la Provence, de la Loire, du Rhône, du sud de notre France, et enfin, vous me permettrez de dire qu'il vient aussi de la Gironde. Il constitue 11% de notre vignoble, génère 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et occupe directement 11 000 personnes et 66 000 emplois induits. La demande de vin rosé ne cesse d'augmenter. Il représente 24% de la consommation française totale du vin, contre 11% en 90, soit plus que le vin blanc désormais. Plusieurs explications expliquent cet engouement pour le vin rosé, des caractéristiques qui correspondent bien aux attentes du public, une plus grande facilité d'accès pour des consommateurs peu expérimentés en matière de vin, ou encore, il faut bien le souligner, les efforts remarquables réalisés par la filière pour rendre le produit plus attractif, que ce soit en termes de qualité, de prix ou de marketing. Si ces éléments devaient à eux seuls emporter la conviction, la présentation des risques de coupage figure dans notre rapport enfoncer le clou. Le vin rosé issu de coupage présente en effet d'importants inconvénients. D'abord, un risque de standardisation, et quand on sait que l'introduction d'un volume infime, 1% ou même 2% de vin rouge dans un vin blanc suffit à lui donner l'apparence, mais rien que l'apparence d'un vin rosé, on imagine aussi ce que certains auraient tenté de faire, colorer des quantités industrielles de vin blanc de mauvaise qualité pour obtenir du vin rosé. La formidable palette des goûts et de couleurs des rosés traditionnels aurait alors été perdue au profit d'un produit interchangeable. Deuxième risque, l'édulcoration. L'absence dans les vins rosés coupés des molécules donnant au vin sa rondeur peut être compensée par une macération plus longue, source d'une certaine rugosité. Enfin, dernier risque que nous allons finalement éviter, la confusion pour le consommateur, Monsieur le Ministre. Celui-ci aurait été amené à acheter un vin ayant l'aspect chromatique, disent les spécialistes du rosé, mais absolument pas le goût. On imagine qu'il n'aurait pas été incité à en racheter. Pour toutes ces raisons, il fallait nous opposer avec clarté, fermeté au projet de la Commission. C'est ce que nous avons fait en étroite liaison entre le ministre et le Sénat. Nos arguments ont porté puisque notre pays est parvenu au finish, même en temps filé, à retourner suffisamment de partenaires potentiels pour s'assurer une minorité de blocage qui, comme le président Renel le souligne, est égale à 91 voix. Italie, Roumanie, Hongrie, Autriche, Allemagne et d'autres pays nouveaux adhérents de l'Europe nous ont soutenus. Cette reconfiguration du rapport des forces, alliée peut-être à la survenance des élections européennes, peut-être, sait-on jamais, mais c'est que la décision est intervenue quelques jours après les élections européennes, nous n'oublions pas de le souligner, a donc finalement entraîné le recul de la Commission à la grande satisfaction de nos professionnels. Dès lors, les questions que je souhaitais poser aux représentants du gouvernement, Monsieur le Ministre, lors du présent débat, ne sont peut-être plus d'actualité pour le moment. Soyons prudents. Une seule interrogation demeure, peut-être, l'Organisation mondiale du commerce, à laquelle le dossier avait été renvoyé pour avis. Est-ce que l'OMC a examiné justement ce dossier? Risque-t-on, en d'autres termes, de se voir reprocher l'interdiction de coupage, non pas par les instances communautaires, mais par celle de l'OMC pour entrave à la libre concurrence? Vous achèveriez, Monsieur le Ministre, de nous rassurer en nous apportant des éléments sur ce point, tout en rappelant ce qu'a fait un commissaire européen, un nouveau commissaire peut le défaire. Ne faudrait-il pas, Monsieur le Ministre et Monsieur le Président Henel, inviter Monsieur Lamy, directeur de l'OMC, à venir s'exprimer sur tous les points en discussion à l'OMC aujourd'hui, en particulier sur la question qui a été posée par notre collègue Jean Bizet sur les produits nutritionnels, mais aussi sur le vin rosé et peut-être d'autres points. Merci, Monsieur le Président. Donc, il faut que nous soyons vigilants sur tous les fronts. Je conclurai en me réjouissant à nouveau du retrait de ce projet inacceptable pour une filière de qualité comme l'est celle du vin rosé français et en me félicitant des effets positifs de nos travaux sur le dénouement de ce dossier. Preuve, s'il était besoin, que l'union du Parlement, de l'exécutif, des acteurs économiques nationaux, en France et à Bruxelles, permet d'obtenir satisfaction lorsque la cause est juste,
défendus avec conviction, tels que le mariage aujourd'hui des fromages et du rosé. Bien. Personne ne doute de votre conviction, chers collègues. Bien, la parole est à Luc Châtel, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur cet important dossier. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gérard César, Monsieur le Président de la Commission. Je voudrais à nouveau excuser Michel Barnier, qui a été un acteur majeur dans ce dossier, sujet du vin rosé qui a été au cœur des débats, de débats politiques et médiatiques passionnés ces dernières semaines. Et pour cause, Monsieur César, et vous l'avez très bien dit, dès que des discussions européennes portent sur des sujets aussi sensibles qui touchent à notre patrimoine gustatif, œnologique, à notre culture, disons-le aussi à un secteur économique important, eh bien il est naturel que les professionnels, comme le grand public, a fortiori la représentation nationale, demandent une attention toute particulière de la part du gouvernement. Au-delà de la sensibilité naturelle du sujet, qui est un véritable symbole, eh bien, peut-être que certains auraient été heureux de faire du vin rosé le symbole d'une Europe éloignée, technocratique, sourde à nos préoccupations et à la défense des patrimoines nationaux. Eh bien, je crois que ce sujet montre, comme bien d'autres, que l'Europe, quand on le veut, n'est pas une machine froide sur laquelle nous n'avons pas d'emprise. L'Europe, ce n'est pas eux, l'Europe, c'est nous. Et donc, l'enseignement de ce dossier, c'est que pour obtenir des orientations et des décisions favorables, il nous faut peser, faire valoir notre point de vue de manière déterminée et volontariste. Et l'initiative que vous avez prise, Monsieur Gérard César, est tout à fait emblématique en la matière. Alors, à l'occasion du vote indicatif préalable à la consultation de l'OMC, le 27 janvier dernier, la France avait fait part de ses vives réserves sur la levée de l'interdiction du coupage, tout en se prononçant d'ailleurs favorablement sur le reste du texte, compte tenu des réponses positives apportées à ces autres demandes, et j'y reviendrai. La France était initialement très isolée sur la question, puisque seule la Hongrie la soutenait. Elle a obtenu le report du vote des deux règlements en débat, les pratiques œnologiques et les règles d'étiquetage, à la fin du mois de juin, et elle a donc mis à profit ce délai pour expliquer sa position aux autres États membres et rechercher des soutiens. Michel Barnier a ainsi écrit à la commissaire le 11 février et le 13 mars, et il a porté ce sujet mal connu à plusieurs reprises à l'attention de ses homologues à l'occasion des conseils des ministres de l'Agriculture. La Commission a indiqué qu'elle n'entendait pas modifier le règlement sur les pratiques œnologiques et a proposé de manière alternative de donner la possibilité aux États membres de distinguer le rosé traditionnel et le rosé de coupage sur l'étiquetage. La France s'est abstenue sur ce projet en rappelant sa ferme opposition à la levée de l'interdiction du coupage des vins rouges et blancs sans indication géographique. En effet, cette solution ne garantissait pas un régime commun entre États membres et ne s'applique qu'aux vins de l'État membre qui le décide. Les professionnels ont enfin insisté à plusieurs reprises sur le décalage entre l'appellation rosé traditionnel qui leur est proposée et l'image moderne qui leur est associée. Devant la mobilisation des gouvernements français puis italiens, les professionnels et des professionnels, la Commission a indiqué le 8 juin, comme vous l'avez rappelé, Monsieur César, qu'il n'y aura pas de changement dans les règles de production du vin rosé. Sur la question des pratiques œnologiques relatives à l'élaboration du vin rosé, le gouvernement a donc travaillé en lien étroit avec la Commission, les professionnels et les autres États membres dès cet automne. Et la décision de la Commission de renoncer au coupage montre que cette méthode de la concertation était la bonne. Elle constitue la victoire d'un certain modèle alimentaire que nous avons évoqué dans le débat précédent, respectant les droits des consommateurs, les savoir-faire des producteurs et les traditions qui nous sont chères. C'était un combat important et urgent parce que le règlement actuel qui interdit le coupage prenait fin au 1er août 2009. Ceux qui ont dénoncé l'attitude ouverte de dialogue du gouvernement avec la Commission
et les autres États doivent comprendre que cette proposition s'inscrit par ailleurs dans une réforme plus large qui est celle de l'organisation commune de marché vitivinicole, dont un enjeu majeur est de renforcer la compétitivité de cette filière, de toute la filière du vin. C'est ainsi que la Commission a proposé de lever plusieurs restrictions telles que la désalcoolisation ou l'utilisation de copeaux, qui est attendue par la profession. Et l'économie globale de cette réforme, elle est bonne pour la profession. Elle est essentielle pour cette filière qui, dans un contexte de réduction de la consommation nationale, doit impérativement reconquérir des parts de marché à l'exportation. Concernant la question spécifique de la levée de l'interdiction de mélange de vin rouge et de vin blanc sans indication géographique pour produire du vin rosé, Michel Barnier a entendu les producteurs qui lui ont fait part, le 14 janvier 2009, de leur opposition à la proposition de la Commission parce qu'elle risquait de changer la donne. Cette proposition était en effet de nature à remettre en cause l'équilibre économique de la filière des vins rosés français de qualité, qui a mené depuis de nombreuses années une politique d'amélioration de sa qualité dans le respect des modes de fabrication traditionnels. Et le gouvernement est conscient à la fois des efforts réalisés et des enjeux économiques qui sont en cause dans ce dossier, puisque la France est le premier producteur mondial de vin rosé, avec 29% de la production mondiale, lequel représente aujourd'hui près de 9% de la consommation mondiale de vin. En outre, mesdames et messieurs les sénateurs, en tant que secrétaire d'État à la consommation, je crois que cela revêt une importance particulière à mes yeux. Il était primordial qu'il n'y ait pas d'amalgame aux yeux du consommateur entre deux types de produits intrinsèquement différents. Enfin, Monsieur César, vous interrogez le gouvernement sur la question de l'OMC, et vous avez raison, l'OMC a examiné le dossier, qui est aujourd'hui revu par la Commission, et n'a pas formulé de remarques relatives aux questions des pratiques de désalcoolisation et de coupage. Dans la mesure où cette interdiction du coupage, qui a été donc rétablie lundi dernier par la Commission, s'applique aux vins produits au sein des États membres de l'Union européenne et ne produit donc en conséquence pas d'obstacle au commerce avec les pays tiers, l'OMC n'a pas de motif de dénoncer cette pratique au titre de l'entrave à la libre concurrence. Voilà, mesdames et messieurs les parlementaires, ce que je voulais rappeler sur la position qui a été défendue par le gouvernement et qui, je crois, monsieur le sénateur César, a répondu aux attentes que vous avez exprimées dans votre résolution. Il s'agit indiscutablement d'une victoire que nous devons partager entre le Parlement, les professionnels et le gouvernement, après plusieurs mois de dialogue avec la Commission et les autres États membres. Merci, Monsieur le Secrétaire d'État. Donc maintenant, nous allons procéder à la discussion interactive et spontanée. Je crois savoir que notre collègue Roland Courteau brûle d'intervenir sur ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres? Madame Bruguier. Et Monsieur le Canon. Monsieur Courteau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le bon sens et la raison viennent, semble-t-il, de l'emporter, si j'en crois la récente décision de la Commission européenne de faire marche arrière en renonçant à son projet d'autoriser le mélange vin blanc-vin rouge pour faire du rosé. Renoncement définitif ou provisoire, telle est encore la question. Nos interventions, et j'avais soutenu la proposition de résolution de Gérard César et de Simon Sutour en commission des affaires économiques, nos interventions ajoutées à celles des représentants de la profession ont, semble-t-il, contribué à corriger ce qui fut plus qu'une erreur, mais une faute. À l'origine de cette faute, il faut rappeler qu'en fait, la Commission européenne, avec l'aval des États membres, avait dit vouloir, je cite, libérer l'Europe de ses entraves œnologiques. Voilà qui est grave pour le présent et l'avenir. En effet, c'est ignorer que ce sont ces mêmes règles œnologiques et l'interdiction de faire n'importe quoi qui ont fait la renommée des produits de qualité comme les vins français.
J'insiste pour dire que plutôt que d'aligner certaines de nos pratiques œnologiques sur celles des pays du Nouveau Monde, j'aurais préféré que l'Union européenne mette le paquet sur la promotion intra et extra-communautaire de nos produits et sur la valorisation de l'authenticité de nos vins et leur lien fort avec les terroirs. Si les États membres ne contrent pas de telles prises de position ultralibérales de la Commission, alors nous allons droit vers un nivellement qualitatif par le bas. Comment les États membres ont-ils pu laisser passer dans un premier temps une telle mesure? Il s'agit d'une véritable hérésie, digne des pratiques d'alchimistes. Comment a-t-on pu laisser passer ce qui n'aurait été rien d'autre qu'une contrefaçon alimentaire? Mais jusqu'où veut-on aller? Si l'affaire n'était pas aussi grave, on pourrait aller jusqu'à citer l'humoriste Pierre Dac qui suggérait de greffer des rosiers sur les vignes pour produire du vin rosé. Comment donc nos instances européennes ont-elles pu prendre une telle initiative sans aucune concertation avec la profession et sans mesurer les conséquences économiques désastreuses pour les producteurs? Monsieur le ministre, comment la France a-t-elle pu se laisser embarquer en janvier dernier à Bruxelles dans cette aventure lors du comité de réglementation, puisque Madame Fischer-Boel, la commissaire, a bien précisé que la France avait voté pour? La France, à l'avenir, et c'est là ma question, Monsieur le Président, fera-t-elle preuve de davantage de vigilance? Car, comme l'a dit Monsieur le rapporteur, ce qu'a fait un commissaire européen, un autre commissaire européen peut le refaire. Merci. Alors, après la Gironde, l'Aude, maintenant l'Hérault avec Madame Brugière. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les sénateurs, chers collègues, comme vous vous en doutez, je m'apprêtais à interpeller le gouvernement sur la question du coupage du vin blanc et du vin rouge pour fabriquer du vin rosé qui était sur le point d'être adopté par la Commission européenne. C'est donc avec une grande satisfaction que j'ai appris le lundi 8 juin qu'elle y renonçait. Inutile d'insister sur le tollé que ce projet avait provoqué auprès des producteurs de vins rosés, des professionnels de la filière, des élus concernés et aussi de la population qui considérait ce projet comme dangereux tant pour les professions viticoles que pour leurs atteintes aux valeurs de nos terroirs et de notre identité. Selon un sondage IFOP, je reprendrai ce qu'a dit notre collègue Gérard tout à l'heure, publié dans le Sud-Ouest et le Midi Libre, 87% des Français y étaient ainsi opposés. Nous savons que c'est grâce à ces vins rosés élaborés selon un mode de macération spécifique que la France occupe la première place de producteur mondial de vins rosés, de qualité surtout, représentant 15 000 emplois directs et 70 000 emplois indirects dans l'Hexagone. Grâce à une mobilisation sans faille et l'implication admirable de Michel Barnier, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, le dialogue engagé depuis plusieurs mois avec Marianne Fischer-Boel, commissaire en charge de l'agriculture et du développement, a porté ses fruits et je m'en réjouis. Le Sénat a aussi eu une place de premier plan dans ce combat avec la mobilisation des sénateurs concernés et l'adoption de la résolution européenne adoptée par la Commission des affaires économiques sur le sujet. J'ajoute que les producteurs du Languedoc-Roussillon, qui avaient déployé ces dernières années des efforts constants en matière de qualité et de saveur de leurs produits, notamment eu égard aux règles entourant les appellations contrôlées, sont particulièrement soulagés du maintien de l'interdiction du coupage qui, dans le cas contraire, aurait été vécu comme une profonde injustice. La décision de la Commission européenne est donc une excellente nouvelle. Au lendemain des élections européennes, cela prouve aussi que l'Europe sait écouter et protéger le savoir-faire des vignerons. Je reprendrai à mon compte les propos du ministre de l'Agriculture italien. La tradition l'a emporté. C'est de cette Europe que nous voulons, celle qui est fondée sur le respect de l'identité, de la sécurité alimentaire et de la tradition. Cependant,
La plus grande vigilance doit rester de mise. À cet égard, il me semble utile d'obtenir des précisions sur le maintien de l'interdiction du coupage. Monsieur le ministre, dispose-t-on de garanties sur le caractère total et irrévocable de cette interdiction? Vous n'êtes pas sans savoir que la Commission sera modifiée à l'automne prochain. Il est donc utile de connaître les raisons de fond qui ont motivé le revirement de cette Commission, que j'applaudis une nouvelle fois, ainsi que la perspicacité du gouvernement et du Parlement français. Et comme mon collègue Gérard César, j'ajoute qu'il faut rester très vigilant sur la négociation du volet agricole de l'OMC. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous souhaitez réagir, mais j'ai encore Monsieur Lecam. Monsieur Lecam n'est pas d'un département viticole, mais c'est un grand connaisseur du rosé. Je ne sais pas, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, notre groupe se réjouit du recul de la Commission sur le sujet du coupage du vin rosé. Il s'agit malheureusement d'une exception obtenue par l'immense mobilisation d'un certain nombre de pays, du monde viticole et des parlementaires dans leur ensemble. Nous avons malheureusement l'habitude de percevoir l'Europe comme une grosse structure qui ralentit ou s'arrête parfois, mais ne recule qu'exceptionnellement. Ma sollicitation envers le gouvernement concerne un point commun aux deux directives que nous abordons ce matin dans ce débat, et malheureusement à la majeure partie d'entre elles. L'aberration du vin rosé obtenu par coupage de vin rouge et de vin blanc illustre à merveille ce qui se passe à Bruxelles sous la pression des lobbies, ici celui des pinardiers, dont les finalités peu philanthropes visent à accroître leurs profits et leur influence avant tout. Certaines directives sont désormais écrites par ces lobbies et votées sans en changer une virgule. Ce déplacement du pouvoir politique vers le pouvoir économique est inquiétant. Aussi, j'aimerais que le gouvernement élève une vive protestation envers ces pratiques acceptées par la Commission, pratiques qui conduisent à une inflation de directives conforme à l'esprit de Lisbonne, mais particulièrement défavorables au peuple d'Europe. Merci. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Courteau. Je rappelle en réponse à votre question que dès la présentation de ce projet au mois de janvier, comme je l'ai indiqué dans ma déclaration liminaire, le gouvernement s'est opposé vivement à la partie, je dis bien la partie de ce projet de directive qui concernait le coupage des rosés. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le reste du dossier est très important pour l'avenir de la viticulture française et nous en soutenons ces orientations sur l'intégration de copeaux, sur la désalcoolisation et le gouvernement soutient le reste de ce projet. Aujourd'hui, donc, il le soutient en l'état dans la mesure où la Commission est revenue sur cette position. Sur la pérennité, les garanties de pérennisation de cette mesure. Et je rejoins la question de Madame Bruguière. Je crois que si nous avons réussi, c'est parce que nous nous sommes mobilisés de manière collective, et je voudrais saluer le travail de Gérard César, de la Commission Affaires européennes ici au Sénat, qui a permis, aux côtés du gouvernement, avec les professionnels, et ça me permettra de répondre à Monsieur Lecam, de nous mobiliser collectivement, de nous alerter d'abord et ensuite de nous mobiliser pour, avec les bons arguments, convaincre au-delà de nos frontières et trouver des alliances au niveau européen pour permettre d'influer, de peser politiquement sur le choix de la Commission. Eh bien, ce que nous avons fait hier, qui a permis le résultat de lundi dernier, la décision de la Commission, nous continuerons à le faire. Les professionnels, à la suite de l'annonce de cette décision, ont été reçus au ministère de l'Agriculture et Michel Barnier continue à travailler de manière très étroite avec eux et nous resterons, le gouvernement va rester extrêmement vigilant afin que le texte qui sera proposé au vote à la fin du mois de juin corresponde, traduise très fidèlement la proposition que nous défendons collectivement. Et Monsieur Lecam, et je terminerai par là, vous nous indiquez que
ces pratiques de lobbying ne correspondent pas à ce que vous souhaitez. Je voudrais simplement vous dire, sans défendre d'ailleurs le mode bruxellois de lobbying et les pratiques qui sont faites, ce que je voudrais dire, et Gérard César l'a évoqué tout à l'heure, c'est que si nous avons été suffisamment forts sur ce sujet, comme sur le précédent d'ailleurs, nous sommes très vigilants, c'est parce qu'il y a entre les pouvoirs publics, le gouvernement, le Parlement, d'étroites relations avec les professionnels, et que c'est souvent eux qui sont capables de nous alerter, d'anticiper un certain nombre de décisions qui sont prises. Et tout à l'heure, M. Bizet l'a également évoqué. Je crois que c'est très important qu'il y ait des échanges entre ce que vivent les professionnels au quotidien et les mesures qui peuvent être prises par le Parlement ou par le gouvernement. Monsieur César, auteur de la question. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Moi, je me réjouis aujourd'hui du consensus qui existe par rapport à ce problème. Et, Monsieur le Ministre, vous nous avez rassurés en partie sur l'OMC, parce que je suis toujours très prudent par rapport justement à ces problèmes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le combat, on en parlait avec Hubert Haenel à l'instant, la coproduction entre la Commission des affaires européennes, la Commission des affaires économiques du Sénat, mais aussi le ministère, Michel Barnier, et également les producteurs, ont permis justement d'arriver justement à cette solution importante pour le devenir du rosé donc en France. Et non pas du vin rosé comme je l'exprimais tout à l'heure dans mon propos. Donc je voudrais me réjouir et aussi répondre à nos collègues qui sont intervenus en disant qu'aujourd'hui c'est une grande victoire pour le monde viticole, une grande victoire dont nous avions bien besoin, parce que ce mariage que nous avons connu aujourd'hui sur la responsabilité de Jean Bizet par rapport aux produits nutritionnels, et en particulier les fromages, permet d'avoir une dégustation qui bien sûr suivra. Donc les fromages et le rosé, ce sont des produits merveilleux qui font honneur à la gastronomie française. Bien. Monsieur le Président Haenel, président de la Commission des affaires européennes. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. D'abord, Monsieur le Ministre, je voudrais vous remercier d'avoir répondu aux deux questions, celle posée par Jean Bizet et celle posée par Gérard César. Vous n'avez pas été langue de bois, vous nous avez donné de bons arguments, et c'est intéressant aussi de souligner symboliquement que c'est le ministre chargé de la consommation qui a répondu sur ces deux sujets, de la qualité des produits français, le fromage et les vins en général, et en l'occurrence le vin rosé en particulier. Je voudrais aussi remercier tous les collègues qui sont intervenus et qui contribuent ainsi au succès de la procédure de contrôle qui a été initiée à l'occasion de la réforme constitutionnelle. Tous les collègues sans exception. Ça prouve bien que tout le monde doit se sentir concerné par les questions européennes. Certains d'entre vous ont suggéré, je crois, les deux questionnaires, que je fasse venir Pascal Lamy, mais pas seulement sur les questions de vin, d'une manière générale. Je le ferai dès cet après-midi, j'appellerai Pascal Lamy pour qu'il puisse venir devant la Commission des affaires européennes, mais élargi à tous les collègues qui seraient intéressés par ces différents sujets. Alors, on se demande parfois à quoi sert le Parlement. Alors on sait que le Parlement fait des lois, en tout cas essaye de faire de bonnes lois. Mais maintenant, le Parlement, de plus en plus, va s'intéresser de très près aux questions européennes. Et pas à la dernière minute, quand tout est bouclé, mais le plus possible en amont. Et c'est ça le rôle de la nouvelle commission des affaires européennes que j'ai l'honneur de présider, c'est d'être vigile et contrôle. À quoi sert le Parlement? Jean Bizet a raison de dire qu'il faut maintenant que les industriels, les agriculteurs, tout ça, se disent mais finalement le Parlement ça sert à quelque chose. Au moins en tout cas sur les questions européennes, et on peut l'alerter quand tout à coup on a des soucis et qu'on sait qu'il se trame des choses à Bruxelles qui ne vont pas nécessairement dans le bon sens. Alors ainsi donc, mes chers collègues, eh bien, nous avons la troisième semaine de chaque mois une semaine de contrôle, et dans la semaine de contrôle, il y a le questionnement du gouvernement sur les questions européennes. Aujourd'hui, nous avons eu deux sujets d'importance pour les consommateurs, mais aussi pour l'identité de la France, pour la qualité de nos produits, c'est le rosé et le fromage. Eh bien, nous aurons, je peux vous dire déjà, le 25 juin, deux nouvelles questions européennes qui vont concerner notamment
les dames, c'est d'abord le congé de maternité, question européenne, hein, n'oubliez pas, hein, et d'autre part, la publication des données passagers dans les vols internationaux. Donc ça, c'est la protection de la vie privée de chacun, et c'est un sujet tout à fait important. Et pour terminer, je voudrais à mon tour me réjouir, bien sûr, de l'issue de cette affaire. Cela montre que l'Europe n'est pas toujours sourde, contrairement à ce qu'on le dit, mais pour qu'elle ne soit pas sourde, encore faut-il se faire entendre et monter au créneau. Et que nos interventions, finalement, ne sont pas toujours inutiles. Mais il y a aussi des leçons à tirer de cette controverse. Il est anormal, dans un premier temps, que le représentant de la France ait donné son accord à cette mesure. Mandaté par qui? Personne, finalement, n'en saura jamais rien. Hein. Cela montre que le contrôle politique sur ce qu'on appelle la comitologie, parce que ça c'est dans le jargon, hein, la comitologie n'est pas suffisant. La comitologie, mes chers collègues, je le rappelle, ce sont ces comités, il y en a près de 300, chargés d'encadrer la Commission lorsqu'elle prend des mesures d'exécution de la législation communautaire, disons les décrets d'application, les circulaires ou ces comités sont composés d'experts désignés par les États membres. Dans la plupart des cas, les mesures arrêtées en comitologie sont techniques et ne posent pas de problème. Et le travail qui est fait de cette manière est extrêmement utile et même indispensable. Imaginons que les centaines de décisions, hein, je dis bien centaines, qui sont prises chaque année de cette manière doivent suivre la procédure législative européenne. Ce ne serait pas possible. Il y aurait évidemment un engorgement immédiat. Mais nous le savons tous, il n'y a pas de frontière figée entre ce qui est technique et ce qui est politique. On pourrait dire que changer les méthodes de production du vin rosé, c'est une question technique. Mais on voit bien que quand on touche à des traditions, à une culture, à l'équilibre économique d'une filière, alors la question devient en réalité politique avec un grand P. Hein. On peut écrire politique avec un petit p et un grand P. Moi, j'aime bien l'écrire avec un grand P. C'est pourquoi il est indispensable que nous soyons mieux informés sur les projets examinés, et ça je m'adresse à vous, Monsieur le Ministre, examinés dans ces comités. Dans 99% des cas, ils ne posent pas de problème. Mais il reste quelques textes pour lesquels il est indispensable que nous puissions tirer la sonnette d'alarme tant qu'il est temps, c'est-à-dire avant que le comité ne se prononce. Ce sont les ministères, chacun pour son compte, qui suivent ces comités. Il faudrait donc que dans chaque ministère, Monsieur le Ministre, chaque fois qu'il y a un doute sur la portée politique éventuelle d'un projet qui sera examiné en comitologie, on prenne la peine d'en informer le Parlement. Il n'y a pas besoin d'avoir une séance solennelle ici dans l'hémicycle. Il y a la Commission des affaires européennes, il y a les commissions au fond, il suffirait un coup de fil au président, lui disant qu'est-ce que vous pensez de ça et ça, puis on voit bien quelle réaction on doit avoir ou ne pas avoir. Donc, en conclusion, je souhaite que nous restions vigilants les uns les autres sur cette affaire de vin rosé, car il ne faudrait pas que ce qui est sorti par la porte revienne un jour par la fenêtre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il y a une belle unanimité dans cette Assemblée autour de ces sujets, et en particulier du vin rosé.